Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir les relations importantes à retenir en ce qui concerne les transferts thermiques par conduction. Alors on va partir d'un exemple, on va prendre une paroi que je vais représenter comme ceci. Cette paroi, elle va posséder une surface S et une épaisseur E, donc une surface que je vais noter S, et l'épaisseur de cette paroi, qui correspond donc à cette distance là, c'est ce qu'on va noter l'épaisseur E. On va considérer que cette paroi, elle est entourée de deux températures différentes, donc de l'air par exemple, ça pourrait être de l'air, avec donc deux températures différentes, une température que je vais appeler une température chaude, que je vais représenter en rouge. Donc imaginons ici que je mets ma température chaude à gauche et une température froide que je vais représenter à droite. Alors chaud et froid, c'est tout simplement pour dire que la température que j'ai représentée en rouge, que je vais noter θ1, ici la température que j'ai appelée froide, que je vais appeler θ2. Alors pourquoi chaud et froid? En fait je vais supposer que θ1 est plus grand que θ2. Voilà pourquoi j'appelle ça température chaude et température froide. Alors s'il y a une différence de température de part et d'autre d'une paroi, eh bien il va s'effectuer un transfert d'énergie par cette paroi, donc c'est ce qu'on appelle de la conduction, l'énergie, alors cette fois de la chaleur, cette chaleur va traverser les parois, donc ça c'est ce qu'on appelle un transfert thermique par conduction. Et ce qui est logique, et la règle est la suivante, c'est que ce transfert d'énergie a toujours lieu de la zone chaude vers la zone la plus froide. Donc ce que je représente ici en jaune, c'est un transfert d'énergie thermique. Donc c'est de la chaleur. Alors l'énergie thermique, on a pour habitude de la noter Q, on l'appelle aussi chaleur. C'est une énergie, donc cette chaleur, cette énergie, elle sera mesurée en joules. Bien, alors si... alors on a vu dans les chapitres précédents et en première, entre autres, qu'il y a une relation entre l'énergie et la puissance. Si j'étudie ce transfert d'énergie pendant un intervalle de temps, pendant une durée que je note delta T, eh bien on peut définir donc une puissance thermique. Et cette puissance thermique, alors dans le cas des transferts thermiques, cette puissance thermique, on va lui donner un nom, on l'appellera aussi un flux thermique. Et ce flux thermique, ou cette puissance thermique, on va la noter par une lettre grecque qui est psi. Alors, si c'est la puissance thermique et si j'ai défini précédemment l'énergie thermique Q pendant une durée delta T, eh bien vous allez retrouver cette relation que l'on a déjà vu pas mal de fois, qui est que la puissance thermique ou le flux thermique sera égal à l'énergie thermique divisé par delta T. Donc des joules divisé par des secondes, et tout ça, ça va nous donner donc des watts. Donc c'est bien un flux thermique, c'est bien une puissance thermique. Alors la question qu'on va se poser, c'est de quoi peut dépendre cette puissance thermique qui va traverser cette paroi. Alors pourquoi c'est important? C'est important quand on veut faire de l'isolation thermique par exemple, pour savoir quelle puissance va traverser une paroi, pour que je puisse prévoir une isolation pour limiter cette déperdition thermique, ou prévoir un système de chauffage efficace pour parer justement à cette perte thermique qui traverserait des parois, un vitrage, un mur, etc. Eh bien, cette puissance thermique, ce flux thermique, a priori va dépendre de plusieurs choses, et vous allez voir, c'est complètement logique. Donc on pourrait écrire que ce flux thermique dépend de... Alors il va dépendre de quoi? Il va dépendre de la surface de la paroi. Évidemment, je ne vais pas avoir la même quantité de puissance qui va traverser une paroi selon une petite surface ou une grande surface. Elle peut dépendre évidemment de l'épaisseur de la paroi ou de l'épaisseur du matériau. Alors je vais ici
parler de matériau, donc cette épaisseur E. Hein, évidemment, si je prends, c'est bien logique, hein, plus je vais avoir un matériau épais et plus la puissance thermique qui va pouvoir passer à travers ce matériau sera faible. Elle peut dépendre aussi de la nature du matériau. Évidemment, si j'étudie la puissance thermique qui traverse une plaque d'acier par rapport à la puissance thermique qui va traverser de la laine de verre, a priori ce ne sera pas tout à fait la même chose. Donc ça va dépendre de la nature du matériau. Et puis, eh bien, ça va dépendre évidemment des températures θ1 et θ2. Évidemment, plus cet écart de température sera important, plus la puissance thermique qui va traverser une paroi sera aussi importante. Évidemment, si les deux températures sont identiques, de part et d'autre de la paroi, je n'aurai pas de déperdition thermique. Hein, la chaleur, pour que la chaleur puisse circuler, il faut qu'il y ait une différence de température, hein, c'est ce que j'ai écrit précédemment, avec θ1 supérieur à θ2. Alors, eh bien, on va essayer de retrouver ces expressions. Alors, avant de retrouver ces expressions, qui font intervenir surface, épaisseur, etc., on va d'abord définir plusieurs choses. La première chose, c'est la résistance thermique d'un matériau. Alors, cette résistance thermique, on va la noter R majuscule. Alors, ça ressemble un peu aux notations que l'on utilisait en électricité. Alors, la définition de la résistance thermique est la suivante. La résistance thermique d'un matériau, ce sera égal, je vous donne la relation, puis je vous le détaille après. Ce sera l'épaisseur du matériau divisé par lambda fois S. Voilà une relation que l'on va être amené à utiliser assez souvent. E, c'est l'épaisseur, je ne réécris pas son unité, hein, c'est une longueur, donc unité du système international, ça se mesure en mètres. S, S ce sera donc la surface de la paroi, elle se mesurera en mètres carrés. Et alors là, il y a une grandeur dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est lambda. Alors lambda, ça s'appelle la conductivité thermique du matériau. Alors cette conductivité thermique, elle va donner une information sur la façon dont peut conduire la chaleur un matériau. Je ne vais pas vous donner de valeur numérique, mais il y a un truc qui serait assez simple à comprendre. Par exemple, si je compare du cuivre et de la laine de verre, le cuivre va laisser passer, va pouvoir permettre des transferts de chaleur beaucoup plus importants que la laine de verre, puisque effectivement la laine de verre, vous le savez, est considérée comme un isolant, ce qui n'est pas le cas du cuivre. Eh bien, on dira que la conductivité thermique du cuivre est nettement plus supérieure, et très supérieure à la conductivité thermique de la laine de verre. Voilà. Donc, ces valeurs de conductivité thermique, elles vous seront données dans des tableaux. Alors, l'unité de cette conductivité thermique, alors ce sont des watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Donc là, vous voyez, les unités sont un petit peu barbares dans ce chapitre. Mais bon, elles vous seront données, ces valeurs vous seront données et les unités vous seront données aussi. Donc si je connais l'épaisseur du matériau, la surface de la paroi et la conductivité thermique du matériau qui constitue cette paroi, je vais pouvoir calculer la résistance thermique. Et cette résistance thermique, eh bien, elle sera exprimée en watts Kelvin moins 1. Alors cette résistance thermique, elle nous donne une information qui est la suivante, c'est que plus la résistance thermique d'un matériau est importante, eh bien, plus le matériau est isolant. Je parle d'isolant thermique, évidemment. Plus le matériau est isolant. Voilà, donc plus la résistance est élevée, plus le matériau est isolant. Bon, ça se comprend. Ça, c'était la résistance thermique du matériau. Maintenant, on va voir, on en a parlé un petit peu, mais là, on va voir en détail quelle est la relation entre le flux thermique et la résistance d'une paroi ou la résistance d'un matériau.
Alors vous voyez que pour l'instant, on a fait intervenir l'épaisseur, on a fait intervenir la nature du matériau, puisque le lambda dépend de la nature du matériau, on a fait intervenir la surface S, il nous manque maintenant les écarts de température. Et bien en fait, c'est la relation que l'on va avoir directement entre le flux thermique et la résistance thermique. La relation est la suivante. Pour une paroi, la résistance thermique multipliée par le flux thermique est égal à l'écart de température, donc θ1 moins θ2. Voilà, voilà la relation, là encore, qui est importante et qui fait donc intervenir le flux thermique et la différence de température. Donc les unités de tout ceci, la résistance, alors, hop, je reviens à ça, la résistance thermique, elle est exprimée en watts Kelvin moins 1, le flux thermique en watts, et puis la différence de température, donc θ1 moins θ2. Alors cette différence de température, elle est toujours positive, puisque j'ai pris tout à l'heure mon exemple où θ1 était plus grand que θ2. L'énergie thermique, la chaleur va toujours de la température la plus élevée vers la température la plus faible. La résistance thermique est positive, le flux thermique est positif, donc θ1 moins θ2 doit toujours être positif. C'est pour ça que moi, alors on peut écrire θ1 moins θ2, moi j'ai souvent l'habitude d'écrire, et je trouve que c'est peut-être un petit peu plus clair comme ça, la température chaude moins la température froide, parce que si vous retenez température chaude moins température froide, c'est forcément la plus grande moins la plus petite, donc la différence sera forcément positive. Et cette différence de température, alors je vous remettrai un lien, j'avais fait une vidéo qui explique les unités sur les unités de température. Cette différence de température, on l'exprime en Kelvin, mais on peut aussi l'exprimer en degrés Celsius. Voilà, j'avais fait une vidéo où je vous expliquais que finalement une différence de température en Kelvin, c'est la même chose qu'une différence de température en degrés Celsius. Donc si les températures vous sont données en degrés Celsius, vous faites votre différence en degrés Celsius, ça n'a pas d'importance, la valeur numérique ne changera pas, ce sera exactement la même. Par contre dans les unités, effectivement, l'unité du système international, c'est le Kelvin, donc on gardera des watts par Kelvin moins 1, et ici une différence de température donc en Kelvin. Mais que ce soit en Kelvin ou en degrés Celsius, la valeur numérique ne change pas, ça j'insiste, c'est très important. Voilà la relation. Donc à partir de ça, on peut vous demander de calculer des températures, de calculer un flux thermique ou de calculer une résistance thermique. Alors en ce qui concerne la résistance thermique, parce que là pour l'instant je vous ai parlé d'une résistance thermique d'un matériau, si on s'intéresse plus, et ce sera le cas dans les cas courants, dans les cas concrets, la résistance thermique d'une paroi. Alors si je suppose évidemment que cette paroi, elle va être constituée de plusieurs matériaux. Alors en fait, pour calculer la résistance thermique d'une paroi, il va falloir regarder comment sont disposés les matériaux. Alors on pourra trouver essentiellement deux cas distincts. Alors je vais vous les montrer. Le premier cas où les matériaux seront disposés de cette façon-là. Alors que je vais vous mettre ça correctement. Comme ceci, ou bien comme ceci. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai, alors que je vous remette bien les choses correctement. Donc j'ai un flux thermique qui va d'une température chaude vers une température froide, donc de θ1 ici vers θ2 ici, et puis dans le deuxième cas c'est pareil, donc j'ai θ1 ici et θ2 ici. Alors regardez la disposition des matériaux. Ici on dira que les matériaux sont en série. Alors ça ressemble un petit peu à l'électricité, donc des matériaux en série. Donc vous voyez, on a des couches de matériaux qui s'additionnent les unes par rapport aux autres. Et bien dans ce cas-là, c'est assez simple et c'est les mêmes lois qu'en électricité. La résistance thermique totale, et bien ce sera tout simplement la somme des résistances thermiques de chaque matériau. Donc R1 plus R2 plus R3, etc., s'il y en a plusieurs. Donc ça c'est dans le cas où on a des matériaux en série. Et ici vous voyez par contre on a ce qu'on appelle des matériaux en parallèle, puisqu'ils sont
ils sont parallèles au flux thermique, hein. Donc là, on dira des matériaux en parallèle. Et dans ce cas-là, c'est comme en électricité. Dans le cas de matériaux en parallèle, eh bien c'est l'inverse des résistances qui s'additionnent. On dira que l'inverse de la résistance totale est égal à l'inverse de R1 plus l'inverse de R2, etc., etc. Voilà, donc là ça va vous permettre de calculer votre résistance totale. Une fois que vous aurez votre résistance totale, si vous connaissez les températures θ1 et θ2, vous pourrez en déduire le flux thermique qui traverse cette paroi. Voilà pour les notions importantes et les relations importantes à retenir dans cette partie. Et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.